bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau tableau, le 4e tableau intitulé « Faire une transition heureuse ». Je me présente, je m'appelle Juliette Leboda, je suis déléguée au Y20 cette année en Indonésie sur le portefeuille Sustainable and Livable Planet. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur cette table ronde, nous allons parler de 3 ODD. Le premier est l'ODD numéro 3, intitulé « Bonne santé et bien-être ». Le deuxième est l'ODD numéro 11, « Ville et communauté durable ». Et le dernier est l'ODD numéro 7, énergie propre et d'un coût abordable. Donc nous avons l'honneur d'accueillir 6 intervenants. Tout d'abord, le professeur Hélène Monnier, professeur à la Burgundy School of Business. Ensuite, monsieur Jean-Marc Borrello, président du directoire du groupe SOS, donc sur l'ODD numéro 3. Si je passe à l'ODD numéro 11, nous avons monsieur Frédéric Fautiadu, le directeur de l'INSA Lyon. Pour rappel, nous irons à l'INSA Lyon le 25 novembre pour l'étape 6 des RDD intitulée « Territorialiser la transition ». Ensuite, nous passons à M. Antoine Cyr, qui est directeur engagement de la BNP Paribas. Et pour le dernier ODD, l'ODD numéro 7, nous avons tout d'abord Mme Valérie Sartre, maître de conférence à l'INSA Lyon et directrice adjointe du Centre d'énergétique et de thermique de l'INSA Lyon. Et enfin, M. Victorien Hérussard, président et fondateur d'Energy Observer. Donc, bienvenue à tous. Je rappelle pour notre public très rapidement les règles du jeu. Chaque intervenant va parler, 3 minutes, 7 minutes. Et vous aurez la possibilité, après l'intervention de chaque keynote speaker, de poser 2 questions. Je les prendrai ensemble et je vous prie, s'il vous plaît, de les faire le plus concise possible. Voilà, donc nous allons commencer avec Madame Hélène Monnier. Et nous allons la retrouver à Dijon le 25 novembre. Merci. 3 minutes. 3 points clés, ODD numéro 3. Comment nous vivons, ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons, comment et où nous travaillons, ce que nous dépensons, comment nous nous chauffons, ce que nous produisons et consommons, là où nous vivons, et comment nous collaborons. Les 16 autres ODD sont des déterminants du 3e, santé et bien-être. Premièrement, et d'un point de vue global, cette interconnexion est évidente. Assurer le bien-être et promouvoir le bien-être aussi et la santé à tout âge est un enjeu majeur, essentiel bien sûr au développement durable. 22,7 millions d'enfants ont manqué de vaccins de base en 2020. Pour la première fois, depuis 2005, les morts de tuberculose ont augmenté. La moitié des établissements de santé dans le monde n'a pas accès aux services d'hygiène de base comme l'eau, le savon ou les produits hydroalcooliques. Sommes-nous dans une société à irresponsabilité illimitée ? La pandémie a coûté la vie à 15 millions de personnes en 2 ans, 2020-2021. Et on a touché plus de 500 millions. Encore bien sûr, faut-il avoir accès aux tests. A perturbé les services de santé des hôpitaux du monde entier, a déstabilisé l'économie et fait diminuer l'indice de développement humain. Pourtant, avant la pandémie, des progrès majeurs avaient été constatés pour augmenter l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, ces progrès, malheureusement, sont menacés. Ainsi, et deuxièmement, l'investissement dans les services publics essentiels est donc incontournable pour agir sur les déterminants de la santé, qu'ils soient sociaux, environnementaux ou comportementaux, alors que plus d'1 tiers de la population française souffre de maladies chroniques. Donc vous ou un de vos voisins dans cette assemblée. La priorité est de prendre soin de ceux dont le métier est de prendre soin de nous, ce qu'on appelle les métiers du care. Car en langage académique, ce mot n'est toujours pas traduit en français. Désolée. Concentrons-nous donc sur un financement responsable des systèmes de santé, car une politique de responsabilité sociale de l'entreprise serait vaine, bien évidemment, sans une politique de santé publique solide et soutenable sur le plan économique. Le care monde, donc le monde des acteurs de la santé, doit être aidé, formé, soutenu et reconnu. Mais pour reconnaître, encore faut-il connaître, donc être proche du terrain. Et nos recherches en gestion montrent encore trop d'écart entre le travail prescrit et le travail réel. Enfin et troisièmement, du point de vue des entreprises, le Code du travail précise que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la santé, protéger bien sûr la santé physique et mentale des salariés. Nous sommes de nombreux chercheurs à analyser la question de la santé mentale, qui est un enjeu majeur pour lequel l'OMS appelle justement à investir davantage. Une politique en santé mentale implique de sérieuses études sur le sujet et devrait comporter, au-delà bien sûr d'un travail de vulgarisation scientifique, un véritable volet pédagogique et éducatif portant sur les troubles psychologiques comme les troubles anxieux
dépressifs, les épuisements. Car savoir permet d'agir. Le remède serait donc une dose de courage et d'exemplarité de la part des entreprises, des managers, des dirigeants. Et cela s'initie par un courage institutionnel, étatique. Le déni de la santé mentale est lui-même pathogénique. Car même si la santé physique peut souvent paraître plus visible, pourtant, c'est notre corps qui n'en fait qu'à sa tête. Merci beaucoup. C'est maintenant Monsieur Jean-Marc Borello qui va pouvoir se présenter au pupitre. Toujours sur le même ODD, bonne santé et bien-être. Bonjour. Pour continuer à plomber l'atmosphère, je commencerai par rappeler que pour atteindre un objectif, il faut avancer vers lui. Or, dans un certain nombre de cas, nous reculons. Ce matin, on découvrait dans la presse que l'espérance de vie, l'année dernière, a baissé de 11 mois aux États-Unis. L'année d'avant, elle avait baissé de 22 mois. Donc l'espérance de vie d'un citoyen américain est aujourd'hui inférieure à l'espérance de vie d'un citoyen chinois. On n'imaginait pas que les choses pouvaient refluer en matière de santé, en matière de démocratie, en matière de paix. Et pourtant, tout autour de nous, il s'agit bien d'un certain nombre de reflux. Alors, concernant plus précisément la santé, nous avons des sujets nouveaux, alors des sujets qui sont ou qui se sont aggravés. Nous avons des déserts médicaux. Que peut-on faire face aux déserts médicaux? Continuer à faire en sorte que la puissance publique et les acteurs non lucratifs, entre autres, comme le groupe SOS, soient présents dans les déserts médicaux, parce que c'est comme ça qu'on permet l'accès aux soins d'une grande partie de la population et d'une partie de la population qui n'est pas celle qui est la plus aisée, voire celle qui traverse le plus de difficultés, puisque les déserts médicaux, ils peuvent être dans des quartiers périphériques ou dans des zones extrêmement rurales. Donc notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir accès à des soins. Avoir accès à des soins, ça veut dire aussi un accès économique. Alors évidemment, la France, de ce point de vue-là, est un pays extrêmement privilégié, mais si l'économie sociale et solidaire peut intervenir, c'est aussi en permettant, ce qui est le cas à SOS, que dans aucun de nos hôpitaux, il ne soit possible de pratiquer des tarifs supérieurs à ceux remboursés par l'assurance maladie. C'est-à-dire que, quelle que soit la pathologie, on peut être pris en charge de la même manière sans avoir à dépenser plus que ce que ne rembourse l'assurance maladie. Et puis, il y a aussi des maladies transmissibles. Alors, le groupe SOS est né à l'époque du VIH, donc en matière d'épidémie, on a commencé assez bruyamment. Mais après le VIH, il n'y a pas très longtemps, nos hôpitaux et nos maisons de retraite ont traversé le sujet du Covid. Et il y a quelques semaines, dans nos structures spécialisées à Paris, on vaccinait contre la variole du singe. Et dans ces cas-là, les dispositifs privés non lucratifs ont l'avantage d'être extrêmement souples. On peut très vite imaginer, inventer, innover. Et même si je crois profondément en la révolution de la fonction publique, aujourd'hui, le fait est que nous sommes plus agiles, parce que sans doute plus équipés pour inventer des solutions face à des sujets auxquels on n'avait pas pensé. Et puis il y a les sujets aussi de maladies non transmissibles. On découvre avec un peu de retard que l'endométriose touche un nombre extrêmement considérable de femmes et qu'il est très maltraité dans ce pays. Donc on a ouvert il y a quelque temps nos premières consultations sur l'endométriose parce que c'est un sujet majeur. On a en plus l'avantage d'avoir une ministre qui est une spécialiste mondiale du sujet de l'endométriose. Et donc un plan a été mis en place par le gouvernement pour faire en sorte de faire face à ces sujets. Vous parliez de la psychiatrie, c'est aussi un sujet majeur. Une conférence sur les soins psychiatriques a été lancée. Mais la psychiatrie, c'est aussi expérimenté. Alors, grâce à une technique administrative qui s'appelle l'article 51, donc la capacité d'innover en matière de soins, nous avons lancé il y a quelque temps une approche psychosociale en se disant
peut-être que l'alternative n'est pas ou d'emmener des patients à l'hôpital psychiatrique ou de les laisser, mais plutôt de les accompagner avec des équipes psychosociales dans leur milieu et prendre en compte, là aussi, comme pour les ODD, la totalité des sujets, parce que pour aller bien, il faut avoir un logement, il faut avoir une activité, il faut avoir des soins, il faut avoir un minimum d'indépendance économique, et c'est tout ça qui peut être pris en charge par ce type d'expérimentation. Il est question dans l'ODD en question d'addiction. Alors l'addiction, c'était le premier métier du groupe SOS, puisqu'à l'époque où ça s'appelait SOS Drogue International, il y a 38 ans, nous avons commencé par mettre en place des dispositifs de soins sur les sujets autour de la toxicomanie et à créer les premiers établissements. Donc nous sommes toujours le premier gestionnaire, et en même temps qu'il faut offrir des solutions de soins, il faut aussi travailler avec la population, parce que déplacer 300 craqueurs du nord-est de Paris au nord-est de Paris avec de vastes opérations de police, on comprend que ce soit utile du point de vue de la sécurité publique, sauf qu'une fois qu'on les a déplacés, ils vont sans doute s'installer à quelques centaines de mètres et le problème va renaître à quelques centaines de mètres de là. Le seul sujet, c'est d'être capable d'aborder, j'allais dire scientifiquement, même si j'aime pas le mot, quel est le meilleur moyen de lutter contre les toxicomanies. Alors quand on a l'avantage de s'en occuper depuis 38 ans, on se dit que les pays qui ont mis en place des salles d'injection contrôlées s'en sortent plutôt bien, que lorsqu'on veut absolument faire diminuer la consommation de cannabis dans un pays, il n'est pas sûr que la pénalisation soit le meilleur moyen de lutter, mais il y a des pays qui ont dépénalisé et qui ont vu la consommation de cannabis baisser dans leur pays. Donc là aussi, il y a cette voie à porter, y compris sur des sujets de ce type-là. Et puis, évidemment, vous avez évoqué l'absence de personnel, parce qu'il faudrait plus d'infirmières, il faudrait plus de médecins, il faudrait plus d'aides-soignantes, évidemment, sauf qu'il faut un peu de temps pour les former. Pour les médecins, c'est plutôt 10 ans, les infirmières 3 ou 5 ans, les aides-soignantes un peu moins. Et donc, le groupe SOS a ouvert une série d'écoles d'infirmières, d'écoles d'aides-soignantes, et essaie de promouvoir ces métiers du care, parce que si on ne sait pas bien le définir, on voit bien la différence, c'est un métier où on s'occupe des autres. Alors d'abord, il faut qu'il soit rémunéré convenablement, et ça c'était le sens du Ségur, et il reste à faire des pas. Ensuite, il faut permettre des carrières convenables, et là il nous reste un certain nombre d'avancées collectives à faire. Et puis l'universalité, c'est aussi l'universalité de la prise en charge, quel que soit le niveau de revenu des uns et des autres. On a récemment entendu parler beaucoup des EHPAD, alors avec un modèle qui, du point de vue économique, est assez simple. Ceux qui sont très en difficulté vont dans les EHPAD publics. Ceux qui sont juste au-dessus des difficultés vont dans les EHPAD de l'économie sociale, donc associatifs, mutualistes, etc. Et puis ceux qui ont les moyens vont dans les EHPAD privés lucratifs. Eh bien, l'idée, c'est de mettre en place des modalités, ce qui a été fait sur SOS, qui fait que chacun paye en fonction de ses revenus pour avoir très exactement le même type de prestations. Donc, on ne pérennise pas les différences de revenus une fois le grand âge venu, mais avec les mêmes types de prestations et un paiement et un prix différent, on continue à avancer. Donc, on me demande de conclure instamment. Et puis, évidemment, il faut aller au-delà de nos frontières, parce que aujourd'hui, comme dans les 44 pays dans lesquels nous intervenons, à Madagascar, on installe des sages-femmes dans des villages reliés à des médecins qui permettent de suivre les grossesses, de faire intervenir le médecin lorsque la grossesse pose un problème, et donc de faire baisser la mortalité néonatale très significativement, en formant évidemment des personnes du pays, parce que ça n'aurait pas de sens autrement. Donc tout ça, c'est une responsabilité qui, pour contrebalancer le début de l'intervention, nous rappelle que le combat est permanent et que plutôt que de penser qu'on va arriver un jour à l'objectif, on va considérer que le combat sera permanent
Il faut apprendre les uns et les autres à devenir des Sisyphes heureux. Merci. Merci beaucoup. Et merci pour les actions du groupe SOS. Nous allons maintenant passer à notre ODD suivant. Ah pardon, je vais d'abord... Vous pouvez rester, effectivement, vous avez raison, parce que vous allez répondre à des questions. Ou pas. J'espère que la salle en a plein. Nous allons en prendre deux, en prenant les deux d'un coup, et vous serez invités à vous lever et à aller au niveau des micros qui sont positionnés dans la salle pour qu'on vous entende bien. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Borrello? Ne soyez pas timide. Pas du tout. Ça, c'est parce que vous avez dépassé votre temps, monsieur. C'est ça. Vous avez tout dit. Non, c'est parce que j'étais parfaitement clair et complet. C'était parfaitement clair. Merci. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions, vous pourrez Merci. toujours les reposer après. Merci. Donc, nous passons à l'ODD suivant. Je le rappelle, c'est l'ODD 11, Villes et communautés durables, avec monsieur Fotiadou, directeur de l'INSA Lyon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis des rencontres du développement durable. Je suis évidemment très honoré et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour introduire donc cette séquence consacrée à l'ODD 11, Villes et communautés durables, les villes et les communautés n'étant pas forcément la même granularité de population. Les villes concentrent aujourd'hui, rappelons-le, plus de la moitié de la population mondiale, et elles génèrent à elles seules plus de 70% des émissions de gaz à effet de serre. On estime que d'ici 2050, ce sont 7 personnes sur 10 qui vivront dans des zones urbaines. Et alors que le monde continue de s'urbaniser, et rappelons-le principalement dans les régions en développement, le rapport 2022 des Nations Unies sur les ODD souligne l'ampleur des défis auxquels les villes, se trouvent aujourd'hui confrontées. Et nous allons poursuivre dans le partage des bonnes nouvelles. L'accès au logement, rappelons qu'1 milliard de personnes aujourd'hui vivent dans des bidonvilles, que l'accès à des transports sûrs, accessibles et viables concerne aujourd'hui une faible minorité de la population mondiale, qu'une faible partie également de la gestion des déchets urbains est de fait à la fois collectée et traitée convenablement. Et puisqu'on parlait de santé, rappelons aussi que 99% de la population urbaine, la population des villes, respire aujourd'hui un air pollué au regard des standards internationaux en matière de qualité de l'air. Et que nous pouvons estimer que cette population génère plus de 4 millions de décès par an. La ville concentre ainsi l'essentiel des problématiques du développement durable. Je n'ai pas parlé de l'eau, je n'ai pas parlé évidemment des autres ODD, mais vous l'avez compris, la ville, le milieu urbain se trouve aujourd'hui véritablement à la croisée des 17 objectifs de développement durable pour garantir à la fois la soutenabilité de nos cadres de vie et maintenir les équilibres des écosystèmes à l'échelle de la planète. La question des émissions, la question de l'environnement urbain, périurbain, la question des flux, des intrants et des extrants. Face à ce défi, il est donc urgent d'engager des transformations qui sont, comme il convient de le rappeler et de le redire, à la fois profondes et systémiques. Ces transformations supposent une mobilisation sans précédent de tous les acteurs de la société, incontestablement des innovations techniques qui doivent advenir, qui doivent être déployées, mais également des innovations institutionnelles et des innovations dans nos organisations sociales. Dans cette dynamique, l'institution que j'ai l'honneur de diriger, l'INSA Lyon, a initié l'an dernier, en particulier une collaboration avec Open Diplomacy, sur ce thème des villes durables. C'était l'objet de la réunion que nous avions tenue. Et je suis particulièrement heureux, évidemment, de poursuivre nos réflexions sur ces enjeux majeurs et passionnants. Je voudrais juste conclure en indiquant que, et on le sait, c'est la philosophie des ODD, on retrouve un peu tout dans tout. Si la question de santé effectivement embarque la réalisation, la satisfaction des objectifs de développement durable, la question de la ville a tendance à concentrer, elle, toutes les problématiques. Merci. Merci beaucoup, monsieur, pour ces mots introductifs. Nous allons poursuivre avec monsieur Cyr, donc je rappelle, directeur général de l'engagement à la BNP Paribas.
Mesdames et messieurs les parlementaires, chers amis engagés pour le développement durable, bonjour. Je suis particulièrement heureux d'être dans une rencontre où les universitaires, les entreprises et bien entendu les décideurs politiques peuvent avoir un temps d'échange qui est essentiel pour faire pivoter notre société et relever les défis environnementaux et sociaux qui sont les nôtres. Le 11e ODD, c'est donc ville et communauté durable. Le dialogue est particulièrement essentiel pour cette ODD. Alors évidemment, la ville concentre une partie extrêmement importante des problèmes, et notamment des problèmes liés au climat et à la biodiversité. La ville, ça représente à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre, alors que c'est 3% de l'emprise mondiale sur les territoires. Et donc, évidemment, pour BNP Paribas, qui est la première banque des entreprises européennes, nous avons une responsabilité et un levier important pour agir en concertation avec les clients et les pouvoirs publics sur le climat et la biodiversité. Les émissions de gaz à effet de serre de l'économie que nous finançons sont à la mesure de l'économie carbonée, c'est-à-dire considérables. C'est pourquoi, face à l'urgence climatique, nous avons pris des engagements très forts de diminution de ces émissions financées à l'horizon très proche de 2025. 3 exemples sectoriels sur lesquels nous avons pris ces engagements très forts. Nous allons baisser d'ici 2025 de 30% les émissions correspondant à nos financements de la production d'électricité, de 10% les émissions correspondant à nos financements de pétrole et de gaz, un engagement que nous avons maintenu dans la crise énergétique actuelle, et 25% concernant un sujet très important pour la ville, qui est l'industrie automobile. Au total, ce sont 10 secteurs économiques clés qui vont être traités, dont bien entendu l'immobilier, qui joue un rôle très important pour la ville. Ces engagements, par exemple, nous ont déjà conduit à cesser nos relations avec 50% de nos clients dans la production d'électricité. Mais nous faisons bien sûr tout pour que l'essentiel de l'objectif soit atteint par les progrès de nos clients. Et c'est pourquoi, par exemple, nous constituons à travers toute l'Europe des équipes de banquiers, des centaines de banquiers entièrement spécialisés dans la transition écologique de nos clients. Bien entendu, ville et communauté durable, c'est aussi notre empreinte locale, ce qu'elle joue comme rôle dans la cohésion sociale. Alors peut-être quelques exemples rapides. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le premier employeur privé de Seine-Saint-Denis, où nous avons 16 000 postes de travail et un grand nombre d'agences, bien entendu. Et nous nous sommes rendus compte, il y a une quinzaine d'années, qu'il fallait absolument que ce soit une chance pour ce département. Donc nous avons soutenu le tissu associatif de façon très forte dans ce département, mais aussi imaginé par exemple une académie populaire de la santé qui propose un parcours d'éducation et de prévention en santé spécialement conçu pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Nous sommes partenaires d'actions comme la Maison des femmes en Seine-Saint-Denis et de façon générale, dans le cadre du projet banlieue que nous avons créé il y a une quinzaine d'années, nous avons soutenu plus de 900 associations qui œuvrent pour l'inclusion sociale et l'égalité des chances sur les territoires, dans les quartiers politiques de la ville. On est également un acteur évidemment très important de l'immobilier. L'empreinte propre de BNP Paribas, c'est à peu près dans le monde, c'est à peu près celle de la ville de Perpignan. Donc c'est pas immense, mais c'est pas à négliger non plus. Et nous essayons de faire que tous nos sièges soient des exemples en matière d'environnement, en matière de réduction des consommations d'énergie, d'économie circulaire, notamment à travers le siège tout récent à Boulogne de notre métier real estate, mais aussi à travers nos récents sièges créés à Bruxelles et à Rome, 2 villes dont nous sommes également le premier employeur privé. Et puis enfin, au cœur des villes, évidemment, la mobilité joue un rôle très important. Et nous essayons de promouvoir des modes de détention des biens partagés et modulaires qui vont permettre de réduire considérablement les émissions. Nous pensons que louer un bien
plutôt que l'acheter est un levier important, notamment en matière d'économie circulaire. Si vous prenez par exemple les parcs d'ordinateurs, BNP Paribas aujourd'hui est un très grand acteur de la location de flottes d'ordinateurs. Et aujourd'hui, nous proposons de façon automatique le recyclage des ordinateurs que nous louons. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ordinateurs loués par BNP Paribas qui n'ait pas une deuxième vie. Et c'est quelque chose qui est absolument essentiel. La tension sur les matières premières va faire de l'économie circulaire et du recyclage un enjeu majeur. Et nous sommes convaincus qu'il faut en partie réinventer la banque pour accompagner nos clients dans ces transformations. Et finalement, l'ensemble de ces solutions participent à la décarbonation des villes et vont nous permettre d'atteindre cet ODD numéro 11. Nous entendons bien utiliser les moyens humains, technologiques et financiers à notre disposition pour faire partie de la solution et ainsi contribuer à faire bouger les lignes. Quand on est une banque et qu'on veut introduire les critères environnementaux et sociaux à l'intérieur de toutes nos décisions, comme nous sommes actuellement en train de le faire, en révisant tous nos process, en révisant tous nos circuits de décision, en réduisant toutes nos datas, puisque ça fait 200 ans qu'on travaille exclusivement avec des données financières et qu'il faut maintenant qu'on double toutes ces données de données environnementales et sociales. Donc, pour faire cette transformation, nous avons besoin de boussoles. Certaines de ces boussoles doivent impérativement venir de l'extérieur et les ODD ont constitué pour nous, à partir de 2015, une boussole extrêmement importante qui nous a permis d'entrer dans la véritable transformation. L'accord de Paris, qui fixait aussi des objectifs précis, nous a également permis d'entrer dans une nouvelle phase. Et donc, pour nous, je dirais que ces boussoles, et notamment la boussole des ODD, sont extrêmement importantes. Merci. Merci, Monsieur Cyr. Je vous prie de rester là pour les questions de la salle. Je vais en prendre 2 en une fois, s'il vous plaît. On va commencer de ce côté. Bonjour, Pablo Gilles, donc jeune délégué Open Diplomacy au sein du Y7 et du HLPF de l'ONU. Merci pour votre intervention. J'avais une question. Vous avez parlé de plusieurs objectifs de réduction d'ambition regardant les combustibles et les énergies fossiles. L'Europe et bientôt la France se sont engagés à 2030 à une réduction de 55%. Il ne me semble pas avoir entendu parler de ce chiffre dans vos engagements. Comment vous expliquez cette différence? Et petite sous-question, quel est le pourcentage de vos émissions qui est SBTI? Et également, est-ce que vous considérez le scope 3, parce que vous nous avez parlé de la ville de Perpignan en équivalence d'émissions, mais on sait très bien que le scope 2 et le scope 3, c'est 2 manières différentes d'appréhender les émissions d'une entreprise, notamment bancaire. Merci beaucoup. Merci. Je vais prendre une deuxième question. Celle qui en avait dans le fond. Oui, monsieur. Je ne sais pas si on entend. Si c'est bon? Ok, super. Je me permets. Donc bonjour, Orphée Mendego, donc Engie Entreprise. J'avais une question du coup par rapport au financement et à la réduction du coût des financements, notamment en production d'électricité. Et je me posais la question parce que finalement, dans une société qui tend à s'électrifier, du coup, pourquoi du coup réduire les financements sur la production d'électricité, tout en sachant qu'on pourrait du coup tout simplement réduire en fait les financements en énergie fossile, par exemple. Donc voilà, telle est ma question du coup. Je vous laisse répondre. Bon courage. Voilà, alors en fait, les deux questions sont un peu imbriquées. Alors d'abord, concernant les pourcentages, donc toutes nos baisses sont alignées sur les scénarios professionnels et notamment sur le scénario de l'Agence internationale de l'énergie pour ce qui est du pétrole et du gaz. Donc pour nous, on a vraiment pris ces scénarios comme référence et on s'aligne sur ces scénarios. Il s'agit bien entendu de notre scope 3. J'ai cité nos propres émissions parce qu'on est un acteur de la ville qui est important et qu'il faut aussi qu'on fasse attention à ça. Mais bien entendu, ce dont je parle, ce sont des émissions financées. C'est cela qui est pertinent. Alors,
pour l'instant, nous ne sommes pas rentrés, nous ne sommes pas complètement rentrés dans la logique SBTI. Extrêmement peu de banques de la taille de BNP Paribas le sont, et notamment parce que, bizarrement, nous sommes engagés sur des engagements à 2025, et donc ça nous semble très important d'avoir un premier point de passage à 2025 parce que ça nous oblige à agir immédiatement, et c'est très important d'avoir un délai court. Et SBTI, pour l'instant, considère qu'il faut s'engager exclusivement sur 2030. Donc nous ne sommes pas dans cette logique, mais ce sont certainement des choses qui vont s'arranger avec le temps. Mais vous savez, c'est quelque chose qui se fait, qui se construit, je dirais, en marchant. Et donc pour l'instant, ce qui était important pour nous, c'était d'avoir des engagements à 2025 qui nous engageaient et qu'on est en train de respecter. Hein. On est tout à fait dans cette feuille de route. C'est des engagements qui sont entre 2020 et 2025 et qui étaient complètement alignés avec les scénarios professionnels et notamment avec celui de l'Agence internationale de l'énergie. Pour ce qui est de l'électricité, vous avez absolument raison, monsieur. Et bien entendu, nous ne souhaitons pas, nous n'avons pris aucune décision de réduction de notre soutien à l'énergie électrique. Nous avons pris un engagement que les émissions attachées à nos financements de l'énergie électrique allaient baisser. Et ceci nous conduit concrètement à diminuer nos financements ou à supprimer nos financements pour tous les acteurs de l'électricité qui, en fait, utilisent le charbon et n'ont pas un plan satisfaisant de sortie du charbon. En 2020, nous sommes sortis de 50% de nos clients parce qu'ils n'ont pas pu nous proposer un plan de sortie du charbon que nous estimions satisfaisant. Mais, bien entendu, nous augmentons d'autant nos financements aux énergies renouvelables. Pour information, actuellement, notre montant de financement aux énergies renouvelables, c'est 17 milliards d'euros et notre engagement est d'atteindre 30 milliards d'euros en 2025. Donc il y a clairement, ce n'est pas l'électricité qui baisse, c'est bien un vase communicant entre l'électricité d'origine fossile et l'électricité produite par d'autres sources. Pour ce qui est du pétrole, par exemple, c'est autre chose. Là, à côté de notre engagement de baisse des émissions financées, il y a bien un engagement de baisse du financement du secteur du pétrole, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas, le pétrole n'est pas une alternative à lui-même, et donc il faut bien qu'il baisse. Merci beaucoup. Merci. Donc pour terminer, nous allons passer à l'ODD numéro 7 sur l'énergie propre et d'un coût abordable avec une introduction par Madame Valérie Sartre. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, l'objectif 7 vise à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à coût abordable. L'ONU a décliné cet ODD selon 5 cibles. Pour la France, l'enjeu majeur consiste à allier l'indépendance énergétique et les énergies renouvelables à un coût raisonnable. Les indicateurs français retenus pour le suivi de l'ODD 7 portent sur l'accès à l'énergie, la consommation d'énergie et de l'efficacité énergétique. Alors, qu'en est-il de l'indicateur consommation d'énergie ? En France, la consommation des utilisateurs finaux a atteint 139 millions de TEP par an en 2019. Alors, je parle ici d'énergie finale, c'est-à-dire celle livrée aux utilisateurs après transformation. La majeure partie de cette consommation est due au secteur résidentiel et tertiaire, et puis viennent les transports, ensuite l'industrie et enfin l'agriculture. La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ambitionne une baisse de 12% de la consommation énergétique finale en 2023 par rapport à 2012, ce qui mènerait l'an prochain à une consommation inférieure à celle de l'année 2020 où la population était confinée. Et pour parvenir à respecter les accords de Paris, il faudrait aller bien plus loin et réduire la consommation d'énergie de 50% d'ici 2050. Alors, ce même indicateur suit également la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale. Alors, ces énergies, pour rappel, sont issues de la biomasse, du soleil, de l'eau ou du vent,
par opposition aux énergies fossiles qui résultent de l'enfouissement de la biomasse durant des millions d'années. La part de ces énergies renouvelables était de 20% en 2020. Et la loi du 17 août 2015 visait 23% en 2020 et 32% en 2030. Donc la France a pris du retard. Alors voyons maintenant l'indicateur efficacité énergétique. L'efficacité énergétique désigne l'état de fonctionnement d'un système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée, mais à service rendu identique. Alors il faut bien distinguer l'efficacité et la sobriété. La sobriété consiste à réduire ce service. À l'échelle d'un pays, cette efficacité se mesure au moyen de l'intensité énergétique, qui est le rapport entre la consommation d'énergie et le produit intérieur brut. En France, les secteurs à plus forte intensité sont l'agriculture et puis vient le transport par véhicule lourd. Mais globalement, elle est en baisse depuis 2011, donc ce qui est une bonne tendance. Alors pour conclure, l'efficacité énergétique et le déploiement des énergies renouvelables sont des voies pour atteindre la neutralité carbone en 2050, comme prévoit le plan climat. Mais les efforts consentis sont encore insuffisants. Alors de plus, on constate par exemple que le nombre de ménages en situation de précarité énergétique augmente. Et cette situation va s'aggraver avec l'augmentation du coût des énergies fossiles. Il est donc maintenant urgent d'utiliser tous les leviers possibles pour accélérer notre transition énergétique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette introduction, c'était très clair et vous avez bien raison de rappeler la différence entre efficacité énergétique et sobriété énergétique, qu'on confond bien trop souvent. Pour terminer, notre dernière intervention, M. Victorien Hérussard, président et fondateur d'Energy Observer. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, comme mon parcours l'indique, c'est un chef d'entreprise, ancien capitaine de marine marchande et coureur au large qui a été choisi pour vous parler de l'ODD 7. C'est à ce titre que je m'adresse à vous, fort d'une expérience qui comprend notamment le premier navire laboratoire zéro émission naviguant depuis 2017 grâce à un mix d'énergie renouvelable et une chaîne complète de production d'hydrogène embarqué. Une filiale industrielle, EODEV, qui conçoit et commercialise à l'international avec succès des systèmes énergétiques hydrogène, maritimes et terrestres. L'ODD 7 fixe l'objectif de garantir pour tous l'accès à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable. C'est un ODD majeur, car l'énergie est au centre de presque tous les défis de l'époque. Travailler à l'atteindre a un effet direct sur tous les autres. Avant toute chose, impossible de ne pas dire deux mots du contexte. Après l'été que nous venons de passer, nul ne conteste plus les effets du dérèglement climatique. Nous traversons une période de crise énergétique sans précédent suite au déclenchement de la guerre en Ukraine, avec l'explosion du prix du gaz et de l'électricité et des conséquences lourdes sur les particuliers et les entreprises. Même si nous sommes moins exposés que certains pays européens, nous ne sommes pas hors risque, ce qui nous conduit collectivement à devoir accélérer la sortie des énergies fossiles. Dans ce contexte d'une rare gravité, permettez-moi de traiter cette question en quelques points déterminants, quelques convictions que je tiens à partager. Il est vital de tout entreprendre pour tenir l'objectif européen de baisse de 55% de nos émissions d'ici 2030 par rapport à 90. Certains ont découvert cet été aux portes de leur maison les effets du réchauffement climatique. J'en ai pour ma part une conscience aiguë compte tenu de mon parcours maritime et d'entrepreneur. L'évolution future du climat va dépendre de nos émissions et l'évolution du risque climat va dépendre de nos capacités d'innovation, d'adaptation et d'acceptation. Or, malgré l'action volontariste d'un certain nombre de pays, de régions, de villes, les émissions mondiales sont reparties à la hausse après la pandémie. C'est la raison pour laquelle il y a une urgence à réduire progressivement notre consommation d'énergie fossile primaire. Ce changement peut être et doit être obtenu par l'amélioration de l'efficacité énergétique, le remplacement des fossiles par des énergies bas carbone et l'adoption de modes de production et de consommation plus sobres. C'est ce sentiment d'urgence qui m'a conduit à concevoir Energy Observer il y a près de 10 ans, avec une formidable équipe associée à l'origine au CEA avant que d'autres partenaires industriels nous rejoignent. En matière de production, je partage l'analyse de RTE.
La clé de l'accélération du succès d'une action volontariste de décarbonation est d'avoir une stratégie plurielle, de développer à la fois les énergies renouvelables et le nucléaire. Je travaille depuis bientôt 10 ans à mixer les énergies sur notre navire, examiner les performances pour les combiner, à les étudier pour concevoir prochainement Energy Observer 2, un porte-conteneur électrique de type feeder propulsé à l'hydrogène liquide. Ce dont je suis désormais certain, c'est qu'il ne faut pas opposer les énergies décarbonées, ne pas opposer non plus les différentes formes de stockage disponibles, batterie, hydrogène, e-carburant. Dans la période que nous traversons, mais également dans un futur plus lointain, nous avons besoin de les développer toutes. La décarbonation du secteur énergétique ne se limite pas à la production d'électricité. Les consommations concernent aussi, pour l'essentiel, vous en avez parlé, le logement, l'industrie et le transport. Mais permettez-moi de me concentrer un instant sur les transports et sur le maritime, qui est le sujet que je connais le mieux. Notre économie mondiale repose sur ce mode de transport. Il est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre selon l'Organisation maritime internationale, qui a fixé des objectifs de décarbonation très ambitieux. C'est dans ce but que la CMA-CGM, notre partenaire stratégique, vient d'annoncer un investissement de 1,5 milliard d'euros sur 5 ans pour la transition énergétique du transport et de la logistique et son soutien pour expérimenter et lancer notre projet Energy Observer 2. Et l'hydrogène, dans tout cela, ce vecteur énergétique clé devrait permettre une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050. L'hydrogène accélère et facilite l'intégration des systèmes d'énergie renouvelables, pallie leur intermittence, permet leur stockage et décarbone de nombreux usages mobiles terrestres avec des innovations comme le groupe électro-hydrogène zéro émission de Haut-d'Èvre, Energy Observer Développement, devenu leader sur le marché mondial. Dans le domaine maritime, l'hydrogène décarboné entrera dans la composition des carburants alternatifs les plus efficaces. Produire, stocker, transporter et distribuer l'hydrogène n'est pas simple, mais sa polyvalence le rend incontournable désormais. Cela impose de le produire massivement tout en développant fortement les usages. Nous ne réussirons cette transition cruciale que si nous agissons tous ensemble, État, collectivités, entreprises, associations, citoyens. Comme l'a rappelé Madame la Première ministre le 29 août dernier, ajoutant qu'il fallait orienter massivement les capitaux vers l'investissement dans la décarbonation, ce à quoi je ne peux que souscrire. J'ai pris mes responsabilités et choisi de consacrer ma vie à ce combat pour un monde durable et pour notre indépendance énergétique. Mon rôle et celui de mes équipes est d'innover, de développer des technologies qui changent la donne, de massifier les usages qui décarbonent et de sensibiliser tous les publics. Le vôtre est de favoriser la massification des usages qui garantira la baisse des coûts par des mobilités de soutien financier adaptées aux TPE, PME. Et je tiens à remercier ici tous ceux qui œuvrent au succès de France 2030, notamment le SGPI, l'ADEME, la DGE et la BPI. Par la voie réglementaire, en subventionnant les usages par des mécanismes incitatifs simples et compréhensibles par tous. Prenons l'exemple des groupes électrogènes. Qu'attend-on pour inciter tous les utilisateurs de groupes diesel à passer à une version zéro émission ? Il faut d'urgence mettre en place le mécanisme qui fera franchir le pas aux usagers. Car il n'y a pas une entreprise, un ministère, un data center, un festival, un événement sportif, un chantier ou un tournage qui n'en utilise pas. C'est ce fameux coût abordable mentionné par l'ODD 7 qui doit favoriser l'acceptabilité de la transition. Sans elle, nous n'arriverons jamais à mener les transformations que cette transition impose. Il s'agit d'une responsabilité collective qui implique que nous agissions sur la production et sur la consommation par la sobriété et les mesures d'accompagnement existantes pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises, car elles sont aussi, ne l'oublions pas, très fortement impactées par la multiplication par 11 en un an du prix de gros de l'électricité. Il me reste à conclure sur l'essentiel. Ne perdons pas de vue une seule seconde que nous payons le prix de notre dépendance aux énergies fossiles. Plus vite nous aurons décarboné nos économies, plus vite nous pourrons juguler l'inflation et lutter efficacement contre le dérèglement climatique. Merci beaucoup. Vous pouvez rester au pupitre, nous allons prendre 2 questions de la salle. J'en vois une là-bas.
Bonjour à tous. Michel Delpont, ancien député, fondateur du groupe d'études d'hydrogène, ici même à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui ambassadeur France 2030 pour l'hydrogène auprès de Bruno Brunel, qui viendra tout à l'heure. Donc effectivement, on se connaît déjà. Bravo pour cette expérimentation et maintenant expérience concluante qui prouve que l'hydrogène est efficient aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde. Il est important de mettre de gros budgets en la matière parce que l'exemple du groupe électrogène est édifiant. Parce qu'en fait, ce serait la formule la plus simple pour décarboner les ports. Sachez que les bateaux à quai consomment autant qu'en route. Pour les chantiers, ça a été dit. Et donc, le comble, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris qu'il y avait des groupes électrogènes aux fossiles qui alimentaient les bornes électriques pour les voitures, pour les batteries. Donc on marche sur la tête et il faut trouver vraiment une filière maintenant hydrogène efficiente, qu'on puisse développer un réseau et massifier la production d'hydrogène. Merci. Tout à fait d'accord avec vous. Je vais prendre une deuxième question qui soit une question, s'il vous plaît, pour que notre intervenant puisse répondre. Bonjour. Je m'appelle Tom Kubiak et j'ai une question. Vous parlez beaucoup de l'hydrogène et notamment au secteur maritime. Et je voulais savoir à quel point, enfin, votre avis sur la possibilité de l'hydrogène de décarboner aussi les autres modes de transport, sachant que l'hydrogène peut être produit de manière plus ou moins complexe selon les différentes couleurs qu'on lui donne, si c'est produit par des énergies fossiles ou des énergies renouvelables. Donc ma question, c'est de savoir du coup à quel point on peut adapter aussi l'hydrogène aux autres modes de transport et comment ça peut les décarboner. Et est-ce que c'est vraiment réalisable quand on voit à quel point aujourd'hui, enfin j'ai l'impression de par mes études, on a du mal à produire de l'hydrogène. Voilà. Excellente question. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse tout particulièrement. Les carburants alternatifs. Pour décarboner le secteur maritime, on ne va pas pouvoir utiliser un seul type de carburant. Donc, il faut diversifier ses possibilités et chaque vecteur énergétique, chaque carburant alternatif a ses avantages et ses inconvénients. En l'occurrence, c'est un peu comme le ferroviaire. Hein. Des petits bateaux, des tout petits bateaux peuvent s'autosuffire avec des batteries. En revanche, dès lors qu'on a besoin de puissance et d'autonomie, l'hydrogène gazeux présente des spécificités intéressantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le véritable champion, je ne parle pas d'environnement, mais en termes de densité énergétique volumique, c'est le diesel. C'est pour ça que ça a aussi bien marché. Et on a fait quelques études là-dessus lorsqu'on a commencé à travailler sur le projet de Cargo Energy Observer 2, propulsé à hydrogène liquide. Si vous prenez par rapport à la quantité d'énergie du diesel, si vous avez un référentiel de 1, des batteries avec une densité massique telle qu'une voiture Tesla, ça prend 64 fois plus de place. Donc c'est impossible. Quand vous voyez des projets de cargo électrique, c'est pas vrai. Cargo électrique, oui, mais propulsé, alimenté par quelque chose. L'hydrogène gazeux, j'y crois pour des petits navires de moins d'1 mégawatt de puissance. Excusez-moi de rentrer dans les détails, mais je pense qu'il est un vecteur énergétique intéressant pour décarboner les navettes de servitude, les navires de pêche, les navires de transport, les navires de plaisance également, etc. Mais lorsqu'on a besoin de traverser la mer Méditerranée, par exemple, ou traverser même les océans, il faut trouver un autre type de vecteur énergétique. Et donc, je crois beaucoup à l'hydrogène liquide, mais il a des avantages et des inconvénients. Hein. C'est un hydrogène qui est stocké à moins 253 degrés, donc qui est cryogénique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hydrogène est à la base de tous les carburants alternatifs. Et dès lors qu'on parle de carburants alternatifs, soi-disant bas carbone ou neutre en carbone, si on veut qu'il soit le plus bas carbone, il faut de l'hydrogène vert, jaune ou bleu derrière. Donc, quand on parle des nouveaux carburants comme le méthanol ou comme l'ammoniac, il y a de l'hydrogène à la base. Donc, de toute façon, ce sont des carburants qui vont coûter
beaucoup plus cher que les énergies fossiles, que le diesel. Donc il va falloir adapter en fait nos navires, avoir un meilleur design, avoir une visibilité, une vitesse moindre, avoir une meilleure logistique, etc. Mais je crois beaucoup en l'hydrogène pour le transport maritime et c'est indispensable. Merci Monsieur Russard, merci à tous nos intervenants. Pour conclure cette séance, je vais vous présenter mais je vais me lever d'abord. Je vais vous présenter certaines mesures que nous avons prises, puisque je suis déléguée cette année au sein du Youth 20, donc le groupe d'engagement des jeunes du G20. Et nous avons quelques propositions que j'aimerais vous partager. Donc, je vais traiter du sujet de l'énergie, simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et parce que c'est un sujet sur lequel je travaille au quotidien. Donc, la décarbonation de l'énergie, vous le savez, est la clé de voûte de la transition. Et une mesure que nous avons souhaité mettre en avant dans notre communiqué 2022 est le fait que nous demandons aux États du G20 d'adopter une stratégie de sortie des énergies fossiles. Une stratégie, c'est une stratégie qui est à la fois de court terme, de moyen terme, qui est chiffrée, qui est concrète. Ce n'est pas un engagement en 2050. Donc c'est quelque chose qui manque aujourd'hui et que nous demandons à tous les États du G20 de prendre, de se doter. Et cela implique aussi un certain nombre de politiques publiques. Cela implique notamment une politique d'investissement différente de celle de la plupart des États du G20 aujourd'hui, qui est d'investir encore, malheureusement, dans de nouveaux projets upstream de pétrole ou de gaz, qui sont des énergies fossiles, y compris le gaz. Donc une des mesures que nous demandons est d'arrêter tout nouveau projet d'extraction fossile, très simplement, et de fermer toute centrale à charbon et au fioul avant 2040. Oui, c'est drastique, mais malheureusement, c'est ce qui est nécessaire. Si on veut atteindre nos objectifs de décarbonation d'ici 2050, cela passera par des actions radicales. J'espère par ailleurs que les banques sauront se saisir de ce message. Enfin, un élément essentiel et qui est très d'actualité est celui des subventions aux énergies fossiles. Il y a malheureusement aujourd'hui encore beaucoup trop de subventions aux énergies fossiles et nous demandons dès 2022 à tous les États membres du G20 de s'engager sur une trajectoire de réduction et de suppression de toute subvention aux énergies fossiles. Et pour les secteurs hautement carbonés, nous demandons que les subventions soient conditionnées à des objectifs de décarbonation et leur atteinte. Voilà, c'était certaines propositions que nous avons faites dans notre communiqué 2022. Il y en a pléthore d'autres. Et je vous remercie pour votre attention. La prochaine table ronde sera à 15h45 donc je vous prie d'être à l'heure pour accélérer la transition avec les Français. Merci.